Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job en forme. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce aux conseils d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Matt, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Prendre conscience que chacun a une santé mentale au même titre qu'une santé physique est incontournable. Pourtant, la santé mentale est encore entourée de stéréotypes qu'il est urgent de déconstruire. Si les entreprises se saisissent de plus en plus du sujet à travers les RPS, il reste encore beaucoup de chemin pour que la santé mentale soit portée comme un enjeu sociétal. Il faut apprendre à connaître les signaux faibles chez les autres et chez soi, apprendre à s'écouter, les femmes comme les hommes, les dirigeants comme les salariés. Chez les femmes, la représentation sociale reste particulièrement ambiguë, voire contradictoire, avec une performance attendue au travail, tout comme une présence active au sein de la vie familiale. Pour en parler, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Noémie Guérin, qui a œuvré pendant de nombreuses années auprès de dirigeants avant de porter plus largement la santé mentale à travers son propre cabinet Santé du dirigeant. Son objectif est de réinventer le monde du travail. Elle a notamment écrit un livre « Prenez soin de votre santé mentale au travail et de celle des autres » qui devrait trôner dans chacune des bibliothèques. Bonjour Noémie, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, la première question, Noémie, quels sont les défis auxquels les femmes sont confrontées en matière de santé mentale sur leur lieu de travail et comment ces défis diffèrent-ils de ceux des hommes ? Ce que je trouve intéressant déjà dans cette question, c'est de peut-être redéfinir ce qu'est la santé mentale. Pour qu'on parte sur les mêmes bases, la santé mentale, on peut parfois penser que c'est uniquement une question individuelle. D'ailleurs, on peut entendre parfois que quelqu'un qui souffrirait de dépression, ça serait une problématique de faiblesse individuelle. C'est bien de remettre un contexte autour de cette notion-là. Déjà, la santé mentale, c'est pas uniquement le trouble psychique, c'est une notion plus large qui s'inscrit dans la définition de la santé de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui définit la santé comme un état de complet bien-être physique, psychique et social, qui consiste pas uniquement en l'absence de maladie et d'infirmité. Et c'est dans ce contexte-là que s'inscrit la santé mentale comme un des 3 piliers de la santé. La santé mentale, elle peut être vraiment conditionnée par 2 notions. La notion effectivement de facteur individuel, comme on peut se le représenter, mais elle est aussi conditionnée par l'environnement, ce qu'on oublie souvent. Les facteurs environnementaux, ça peut être plein de choses. Là, aujourd'hui, dans le cadre plutôt du travail, on va parler des conditions de travail. Donc ça peut être la reconnaissance qu'on a sur notre lieu de travail, nos conditions de travail en règle générale, le sentiment de justice, l'équité qu'il peut y avoir. Enfin, on pourrait prendre plein d'exemples. Donc, il y a vraiment cette notion de notre santé mentale est influencée tant par nos facteurs individuels, on y reviendra plus tard, que par l'environnement. Et quand on parle de l'environnement, il y a dans l'environnement les attentes qu'il peut y avoir de la société. Et c'est sur ce premier point que je pense intéressant de répondre à cette question. Aujourd'hui, on peut voir que la société impose souvent aux femmes ce rôle de superwoman. Où, quoi qu'on fasse, on a l'impression qu'on est un peu toujours mis sous pression. Si jamais on est une maman qui décide de s'occuper uniquement de ses enfants en laissant sa carrière de côté, on va peut-être nous dire qu'on manque d'ambition. Et à l'inverse, si on décide de faire passer notre carrière professionnelle en priorité, je dirais pas devant nos enfants, parce que je pense que c'est pas là la question, mais en tout cas, si on décide de mettre des ambitions à l'intérieur de notre carrière professionnelle, on peut nous reprocher d'être une mauvaise mère parce que justement, on ne fait pas passer nos enfants en priorité. Donc il y a cette dissonance des attentes où on a la sensation, parfois en tant que femme, de jamais correspondre véritablement à ce qu'on attend de nous. Et ça peut être un défi particulier aux femmes aujourd'hui, que les hommes n'ont pas forcément à vivre, même si, et on va le dire dès maintenant, les hommes ont bien d'autres défis à relever. Absolument. C'est une réponse très claire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il existe des facteurs socio-culturels qui exacerbent les problèmes de santé mentale chez les femmes sur le lieu de travail ? On vient de le dire, c'était un des premiers points. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on vient d'expliquer. On vient d'expliquer qu'il y avait des facteurs individuels et il y a des facteurs sociaux et culturels. Et c'est très, très important puisque dans une notion très importante ces derniers temps où on parle souvent de prendre soin de soi pour la santé mentale. Vous savez, cette phrase un peu automatique, on va dire, quand quelqu'un nous dit qu'il est fatigué, oui, pense à prendre soin de toi. Oui, alors il y a cette notion proactive de prendre soin de soi. Il y a d'ailleurs eu un article très récent dans Le Monde qui remettait en question cette notion de est-ce que véritablement prendre du temps pour soi a scientifiquement fait ses preuves sur le fait que ça nous permettait d'être en meilleure santé. Bon, ça je laisse cette question en suspens. Mais il y a cette notion proactive et il ne faut pas oublier, c'est aussi ce que cet article du Monde essayait de mettre en exergue,
c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est bien de prendre du temps pour soi, mais il y a aussi effectivement tout un nombre de facteurs externes qui va influencer notre santé mentale. Ça peut être quoi les facteurs externes ? Ça peut être les stéréotypes de genre, ça peut être les normes sociales, ça peut être qui sont parfois rigides, c'est ce qu'on vient de le voir juste avant. Ça peut être les discriminations systémiques. Quand on parle de stéréotypes de genre, si on veut être précis, c'est quoi dans le milieu du travail ? C'est par exemple les femmes qui peuvent être perçues comme plus émotives ou moins rationnelles que les hommes. Donc on va avoir des idées préconçues comme ça qui peuvent conduire à des situations où les compétences des femmes et leurs opinions peuvent être sous-estimées ou ignorées, ce qui peut être extrêmement démoralisant ou contribuer à une perte d'estime de nous-mêmes en tant que femmes. Ça peut être aussi des normes sociales rigides, c'est tout ce qui va induire le fait qu'on va être encarté dans des rôles traditionnels qui peuvent entrer en conflit avec nos aspirations professionnelles. C'est ce qu'on a donné comme exemple dans la première question. Ça peut être les discriminations systémiques. Discrimination systémique classique, par exemple au moment du recrutement dans le travail, discriminer une femme qui potentiellement aurait l'âge de faire un enfant et où l'employeur va se poser la question de est-ce que je l'embauche ou pas, parce que si c'est pour qu'elle me claque un arrêt maternité dans les 6 prochains mois, il vaudrait peut-être mieux que j'embauche un homme. C'est des choses qu'on entend souvent en effet. Tout ça, même si ça peut paraître déjà travaillé, c'est encore des choses qui restent très présentes. Et ce sont effectivement des choses. En plus, on peut citer le harcèlement sexuel et sexiste. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 30% des femmes qui ont déjà été harcelées au cours de leur carrière. Ce sont des choses qui vont influencer notre santé mentale. Au même titre, à nouveau, je le répète, que d'autres critères qui peuvent toucher les hommes. Mais ces critères que je viens de citer peuvent particulièrement avoir un impact sur la santé mentale des femmes dans le cadre du travail, oui. Bien sûr, et 30%, c'est énorme, mais c'est toujours 30% de trop. Et probablement sous-estimé, parce que comme toutes les statistiques, on a du mal quand même à pouvoir avoir un vrai regard précis sur les situations, puisqu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'en parlent pas et qui vont se taire face à ces situations. Absolument. Comment les responsabilités familiales et professionnelles des femmes peuvent-elles influencer leur bien-être au travail ? On va parler, et je vais m'arrêter sur 2 notions par rapport à ça. Quand on parle de responsabilité familiale et professionnelle, aujourd'hui, on a une première notion qui est la double journée de travail, ce qu'on appelle la double journée de travail, qui est cette notion de réalité, qui est une réalité pour de nombreuses femmes. Ça va être cette notion de je rentre chez moi le soir, après une journée de travail complète, et je dois gérer les tâches domestiques ou familiales. Et c'est cette surcharge de travail qui peut mener à un épuisement physique et mental, surcharge de travail à la fois personnelle et à la fois professionnelle qui va avoir un impact effectivement sur notre santé mentale en tant que femme. Il y a aussi la charge mentale. Aujourd'hui, la charge mentale, je remets une définition, ça désigne cette notion de gestion invisible et constante de tâches domestiques et familiales qui est majoritairement aujourd'hui supportée par les femmes. Et c'est cette notion aussi de devoir constamment penser aux rendez-vous médicaux des enfants, aux courses, aux factures, toute cette anticipation. Et ça quand c'est vécu de manière chronique, ça peut créer de l'anxiété ou contribuer au développement d'un trouble anxieux. Ça crée surtout le sentiment d'être débordé, ce qu'on va retrouver de manière assez naturelle quand on va discuter avec certaines femmes. Cette notion de passer sa journée à anticiper, à planifier des tâches, ça va effectivement également, comme la double journée, avoir un fort impact sur la santé mentale des femmes. Bien sûr. Et puis aussi le sentiment d'avoir du temps qui passe, mais finalement de ne pas tellement en profiter ou d'être dans l'instant aussi. Oui. Exactement. Puis alors, si on va sur d'autres notions, cette notion de, vous savez, les fenêtres, comme sur un ordinateur, perpétuellement ouvertes à l'intérieur de notre esprit et qu'on ne ferme pas. Oui. On voit bien ce que ça fait quand on travaille et qu'on passe... On a tous beaucoup d'onglets ouverts sur notre ordinateur. Et c'est exactement, si on doit faire une comparaison et imager, c'est exactement la même chose qui se passe à l'intérieur de l'esprit. Et il faut savoir que dans ce qu'on peut traiter au niveau cognitif, on a ce qu'on appelle le traitement à long terme, sur lesquels on va avoir des schémas qui vont se faire de manière automatique dans notre esprit. Ça, c'est facile. C'est des choses qu'on a acquis, sur lesquelles on va revenir et qu'on va mobiliser pour gérer certaines tâches. On a déjà une compétence sur ces notions-là. Ouais. Puis on a plutôt cette notion de court terme avec cette liste de tâches, ces fenêtres ouvertes dans notre esprit. Ça, c'est du très court terme et c'est très polluant dans la vie quotidienne quand on vit avec ça. On aurait une capacité maximale d'un nombre de fenêtres d'onglets ouverts et très souvent, on dépasse. On le dépasse. Ouais, c'est une très belle métaphore qui parlera à nos auditeurs. Quels sont les signes les plus courants de détresse mentale chez les femmes au travail et comment les identifier de la manière la plus précoce possible ?
Pour cette question, je ne différencierai pas les signes des femmes et des hommes, pour répondre dans un premier temps. Je pense qu'il faut avoir une vision effectivement non genrée des signaux faibles qu'on peut percevoir chez tout individu à l'intérieur du travail, pour éviter de nourrir certaines notions stigmatisantes qu'il peut y avoir. Je fais le lien par exemple par rapport à est-ce qu'une femme va présenter de l'irritabilité ou des sautes d'humeur? Vous voyez, par exemple, cette notion-là. C'est vrai qu'on pourrait vite rentrer dans des propos un peu stigmatisants et revenir dans la stéréotype. Finalement. Exactement. Donc, je vais plutôt avoir une vision globale par rapport à ça. On va avoir, je les classerai dans 3 catégories différentes. Des signaux faibles, ça peut être par exemple dans les actions. Qu'est-ce que je perçois chez un collègue, un collaborateur au travail? Dans ces actions, des signaux faibles, ça peut être la difficulté à respecter des dates butoirs sur certains dossiers. Ça peut être avoir la sensation que notre collègue, il a des to-do list interminables, qu'il est noyé sous le travail, qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Ça peut être tout ce qui est de l'ordre cognitif, la diminution de l'attention et du coup la diminution de la productivité. Ça peut être aussi les erreurs plus fréquentes ou les trous de mémoire. Ensuite, il y a tout ce que la personne que l'on sent en détresse peut nous montrer au niveau du corps ou nous expliquer en termes de symptômes. Le symptôme, pour rappel, c'est ce que la personne va vivre de l'intérieur. Donc on ne peut pas nous percevoir des symptômes, mais par contre on peut l'entendre. Nous, ce qu'on peut percevoir, c'est les signes. Donc ça va être une fatigue constante. Soit la personne nous rapporte qu'elle est très fatiguée, soit nous, on voit que la personne elle a du mal à reprendre de l'énergie. Quand on le voit, est-ce qu'il faut poser la question ou parce que des fois, on peut avoir peur d'une maladresse? Oui, alors c'est ce que j'explique à chaque fois que je forme sur le sujet. La base de toute prévention en santé mentale et ce qu'on peut apprendre sur comment je viens dérouler une démarche d'aide face à quelqu'un, ça demande, pour moi, à la base, un climat qui permet d'aller poser ce genre de questions. Très souvent, quand, par exemple, je donne la formation Premier Secours en santé mentale, qui est une formation de secouriste en santé mentale sur 2 jours, et on apprend à venir dérouler un plan pour venir justement poser ce type de questions. Moi, j'ai des remarques concrètes de participants qui me disent « Mais moi, si mon manager il vient me poser ce genre de questions, jamais je lui réponds. » Ce que j'entends. Ouais. Et là, je dis toujours, en fait, on ne se pose pas les bonnes questions. C'est pas est-ce que j'en parle à mon manager, c'est dans un monde idéal, on devrait pouvoir effectivement, sans en paraître intrusif, pouvoir se prêter de l'attention à l'autre sans que ça soit mal perçu. Le fait est qu'aujourd'hui, dans les organisations de travail, il y a parfois des climats qui permettent cet échange-là et il y a parfois des climats pour lequel ça n'est pas du tout opportun. Voire même, si on vous pose ce genre de questions, vous pouvez avoir peur qu'on vienne vous poser ce genre de questions pour faire un rapport après, vous mettre à l'écart d'une possibilité d'évolution. Vous pouvez avoir peur de parler. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le climat de sécurité psychologique, qui est la base de tout échange de ce type. Et pour moi, effectivement, si on voit que quelqu'un présente certains signes, je pourrais l'expliquer après, il y a à peu près 3 niveaux de visibilité par rapport à ça. Mais quand on voit que quelqu'un est en difficulté, oui, on se doit, et c'est juste être humain, d'aller poser la question sous la forme « je m'inquiète, j'ai la sensation que depuis quelque temps, tu es très fatigué, est-ce que tu veux qu'on en parle ?» D'accord. Excuse-moi, je t'ai coupé peut-être pour les autres. Oui, alors je disais, mais c'était très intéressant. Donc, je peux percevoir une fatigue constante, je peux percevoir, ou mon collègue peut me dire qu'il a des migraines, ou ça peut être aussi associé à d'autres maladies qui ne sont pas forcément des troubles psychiques, mais des maladies chroniques qui peuvent entraîner certaines difficultés. Ça peut être des troubles du sommeil, quelqu'un qui vous dit qu'il a du mal à dormir ou qu'il dort trop, quelqu'un qui vous dit qu'il a du mal à manger ou qu'il mange beaucoup plus ces derniers temps. Et puis, tout ce qui est de l'ordre aussi de d'autres symptômes physiques, les palpitations, les troubles musculaires, les troubles digestifs. Ouais. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre. Ensuite, on a vu dans les actions, on a vu dans le corps, et il y a tout ce qui est de l'ordre du mental et des émotions. Ça va être la perte de confiance en soi. Quelqu'un qui vous dirait qu'il a l'impression qu'il arrive à rien, qu'il a l'impression qu'il est une crotte en ce moment parce que voilà, il se sous-estime énormément. Ça va être la sensibilité accrue, la difficulté à gérer ses émotions. Ça peut être une personne qui rumine beaucoup, qui a des ruminations ou une anxiété très palpable. Et qui les verbalise, ces ruminations. Et qui les verbalise. Ouais. Soit qu'il les verbalise, soit dans les échanges, vous sentez. Par exemple, quand je prenais l'exemple de la perte d'estime de soi, vous avez dans les interactions une sensation, voire même des propos, effectivement, d'une personne qui ne croit plus en lui-même. Oui. Ça doit nous alerter, effectivement. C'est quelque chose qui parfois peut passer complètement inaperçu, si jamais c'est parsemé à l'intérieur du quotidien professionnel. Mais ce sont vraiment des signes qui doivent être pris en compte, oui, pour venir entamer une discussion si on sent que la personne est en souffrance. D'accord. On parlait des facteurs environnementaux et je rajouterais juste cette notion-là.
Parce que là, on avait cette notion des signaux faibles de ce qu'on pouvait percevoir. Mais il y a aussi des facteurs environnementaux qui est très spécifiques aux femmes et qui peuvent venir exacerber justement la détresse mentale. Quand je parle de facteurs environnementaux, je parle par exemple du harcèlement sexuel. Selon ce que j'expliquais, le rapport de l'Assemblée nationale, c'est 30% des femmes qui ont subi du harcèlement sexuel au travail au moins une fois dans leur carrière. On peut parler des violences conjugales, qui est un vrai sujet aussi, et ça ne s'arrête pas aux portes du travail, les violences conjugales. On voit souvent des campagnes sur le sujet pour venir sensibiliser au féminicide, mais ces notions-là ne s'arrêtent pas aux portes de notre bureau. Donc on a aussi à l'intérieur de nos structures des femmes qui sont probablement victimes de violences et qui peuvent éprouver une anxiété liée à ça, des dépressions, des signes d'une santé mentale qui se dégrade proprement liés à cette condition sociale. Et puis toutes les responsabilités monoparentales également, avec une pression énorme pour équilibrer justement la gestion quotidienne et la gestion professionnelle. D'accord. Et concernant les femmes dirigeantes, est-ce qu'elles ont des particularités qui leur sont propres ? On va avoir sur les femmes dirigeantes une pression supplémentaire. Alors, il faut savoir déjà que ne serait-ce que le statut de dirigeant, d'entrepreneur, va engager une certaine posture qui va faire que l'on va se mettre dans une position où, souvent j'image cela avec des casquettes, on va enlever la casquette de nous-mêmes pour porter la casquette du boss. Quand on est dirigeant, on se voit comme capitaine du bateau. Et se voir comme capitaine du bateau, c'est se voir investir un rôle où on doit donner la vision, où on doit mener notre équipe. Ça peut parfois être très compliqué dans ce rôle-là, de faire preuve de vulnérabilité et d'authenticité. Ça, c'est valable pour tous les dirigeants. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'idéologie du leadership héroïque. C'est cette notion de glorification des dirigeants comme des super-héros économiques, capables de surmonter tous les obstacles et qui vont réussir et relever tous les défis. C'est ce que j'appelle souvent l'image du super-héros, de l'entrepreneur super-héros de LinkedIn, puisque on travaille beaucoup sur le sujet sur ce réseau-là, avec tous les succès qui sont visibilisés en montrant qu'on arrive à dépasser les 1,5 million de CA dans l'année. On arrive à... Ça, c'est beau, c'est les paillettes, mais c'est pas la réalité des entrepreneurs. C'est beaucoup moins glorieux, mais c'est beaucoup plus authentique aussi de voir que c'est un parcours fait de haut et de bas d'être entrepreneur. Donc déjà, il y a cette notion-là qui touche tous les entrepreneurs. En plus, quand on est une femme et qu'on doit faire nos preuves dans ce monde, particulièrement marqué par les hommes, puisqu'il y a plus d'hommes entrepreneurs que de femmes, vous imaginez bien que dans cette posture de force et d'invulnérabilité, si vous arrivez et que vous êtes une femme et que vous rencontrez à un moment donné certaines difficultés, vous allez les taire, vos difficultés, parce que ça vous fait avoir une position encore plus compliquée si vous venez vous expliquer que vous avez rencontré certaines difficultés ou vous venez exprimer une certaine vulnérabilité. Ça peut encore plus marquer le fait que cette vulnérabilité vient du fait que vous êtes une femme et que c'est pour ça que vous vous retrouvez dans cette situation-là. Et ça vient nourrir les stéréotypes, du coup. Exactement. Et ça vient nourrir les stéréotypes. Exactement. On sait aujourd'hui que également les femmes subissent une pression immense pour réussir tout en surmontant ces stéréotypes de genre. Donc il y a déjà l'isolement statutaire lié au statut d'entrepreneur, plus être plus isolé parce que je suis une femme et que je peux encore moins m'exprimer sur ces notions-là. Et par rapport à cette image renvoyée par les salariés qui peuvent aussi attendre d'être rassurés par rapport à un contexte économique ou un contexte d'entreprise, comment surmonter l'envie de se montrer aussi plus vulnérable ou de parler de ses échecs ou de ses difficultés alors que y a une image qui peut être renvoyée, qui peut être pas forcément bien comprise. Je rebondis effectivement sur ta question. Je trouve ça très juste sur cette notion qu'on vient d'aborder de la culture de l'entrepreneuriat avec cette notion de performance sans faille qui est l'image de l'entrepreneur, qui peut être nourrie, comme tu viens de le soulever dans la question, par les salariés eux-mêmes qui ont cette vision-là et par les pairs, c'est-à-dire les autres entrepreneurs qui évoluent dans ce système-là depuis des années. Aujourd'hui, on constate qu'il y a quand même une demande tant de la part des collaborateurs
que de la part des nouveaux entrepreneurs qui changent un peu la donne sur cette vision-là. Ça change la donne parce qu'aussi on a appris dans la douleur, c'est-à-dire que le nombre d'exemples d'entrepreneurs qui ont fait des crises cardiaques simplement sur des problèmes de santé physique, qui font des crises cardiaques, qui attendent le dernier moment possible pour se faire opérer sur certaines maladies, de peur d'impacter leur activité, et où ça crée effectivement des désastres au niveau des entreprises, nous ont fait aussi revoir cette vision des choses. Ça, et puis aujourd'hui, il y a aussi toute une vague d'entrepreneurs qui ont connu des burn-out et qui aujourd'hui prennent la parole de manière assez publique en disant c'est bien d'être investi dans son travail, c'est bien d'être passionné, c'est bien de monter des boîtes, mais à quel prix Il faut aussi se préserver. Donc je pense que ce constat-là que tu fais aujourd'hui, il bouge effectivement au fur et à mesure. Et puis il y a une demande des salariés aussi d'avoir maintenant des leaders qui sont des leaders humains. Et le leadership humain, ça passe aussi par le courage entrepreneurial, le courage de l'entrepreneur de prendre la parole et de s'exprimer aussi sur ses propres vulnérabilités pour inciter les collaborateurs à faire de même. Ça ne veut pas dire que ça va devenir le bureau des pleurs. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, le fait de l'exprimer va éviter que les personnes se poussent dans des états qui vont conduire à des arrêts de travail et qui vont impacter l'entreprise de manière plus profonde financièrement, et faire en sorte que tout le monde puisse s'exprimer et que le leader donne en gros, et l'entrepreneur donne l'exemple et le rythme sur cette notion-là. J'ai un exemple très concret, moi, sur une entreprise que j'ai accompagnée sur l'outre-mer, qui fait 17% d'une île, donc je peux le citer, qui fait 17% du PIB de la Polynésie française. Cette jeune femme est interviewée à l'intérieur de mon livre, donc du coup j'en parle assez librement. Elle est donc directrice générale. Et elle a pris la parole il y a 1 an de ça, lors d'un séminaire qui était dédié à ses managers intermédiaires, pour expliquer la période de dépression qu'elle avait vécue au moment du Covid. Personne s'y attendait, le séminaire était sur le sujet de la santé mentale, mais plutôt sur comment prendre soin de soi quand on est manager. Et donc du coup, l'après-midi à 14h, je l'ai accompagnée, on avait préparé la session. Elle a pris la parole et elle a témoigné sur ce passage qu'elle avait eu au moment du Covid, qui avait été très bien entourée par son assistante et par son équipe à ce moment-là. Donc, ses managers n'avaient pas vraiment vu. Et ils avaient compris qu'elle était... En plus, elle était en plein divorce, donc ils avaient compris la situation, mais elle n'avait pas forcément vu la détresse dans laquelle elle se trouvait. Elle a expliqué à ce groupe qu'elle était passée par des automutilations, par des idées suicidaires. Elle est allée loin dans son témoignage. C'est très courageux en plus. Très, très courageux. Le soir même, elle était dans un état quand même, où elle savait pas ce que ça allait donner par la suite. C'est quand même courageux et d'une grande force de venir oser se mettre à nu quand même, émotionnellement sur ce sujet-là, et de savoir ce que les autres vont en faire, parce que ça peut être aussi à double tranchant. Et ça a été très très fort puisque le groupe a demandé donc on a fini le séminaire, a demandé à refaire un groupe de parole où chaque manager intermédiaire a souhaité venir transmettre un épisode de sa vie pro-perso sur lequel il avait vécu quelque chose de compliqué également, et venir partager ça ensemble pour faire aussi ce don, ce partage dans les deux sens, et suivre le mouvement que la directrice générale avait pu impulser à l'intérieur. Moi, je les ai revus cette année puisque c'est un groupe avec lequel je travaille. On continue à travailler sur le sujet et tous sont d'accord pour dire 1 an après. Ça a vraiment créé une cohésion à l'intérieur de l'équipe. C'était intervenu à un moment où 2 personnes de l'équipe des managers intermédiaires avaient connu aussi des moments compliqués. Une personne avait fait un burn-out et la deuxième personne avait fait une dépression sévère, qui était là, à nouveau, qui avait repris le travail. Ça montre quoi ? Déjà, dans ce que je viens d'expliquer, ils avaient repris le travail dans la même société, les managers intermédiaires. Donc ça montre aussi que ça crée un climat favorable pour qu'on s'arrête à un moment donné. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir besoin de ça, mais qu'on réintègre aussi l'entreprise dans laquelle on travaillait avant. Parce que le climat permet et de s'exprimer et de passer cette épreuve avec le soutien social de ses collègues. Je trouve ça très fort en termes d'exemples, parce qu'il y a quand même bon nombre d'exemples aujourd'hui de personnes qui partent en arrêt de travail pour burn-out ou autres problèmes psychiques et qui ne reviennent jamais dans leur environnement de travail précédent, parce que l'environnement de travail n'était pas non plus idéal pour pouvoir parler de ces sujets-là, voire créer des conditions de travail qui aggravaient les problématiques de santé mentale. C'était une opportunité pour l'entreprise de mener cette réflexion, de s'approprier le sujet, de mener la réflexion en interne et d'améliorer les conditions de travail aussi. Exactement. Et puis quand on fait ça au niveau des managers intermédiaires, ça ruisselle. C'est-à-dire que ce que les managers intermédiaires prennent de ces sessions de travail et de réflexion, ils vont forcément l'impulser après dans leurs propres équipes.
Et donc, du coup, c'est très bénéfique sur l'intégralité de la structure. C'est un super exemple. Merci beaucoup, Noémie. Justement, pour rester sur des exemples, ou en tout cas pour rester sur du concret, quelles initiatives peuvent être mises en place pour favoriser une meilleure prévention des questions de santé mentale au travail, hommes ou femmes, peu importe, au niveau collectif et individuel? La première, pour moi, ça va être de sensibiliser et de former. Alors, je dirais même former, puisque sensibiliser, après, on se retrouve à devoir travailler ces sujets-là en 3 heures et c'est pas suffisant. Donc ça, c'est le premier message. Hein. Il faut investir sur ces thématiques et investir du temps et de l'argent sur ces thématiques. Sur l'observation et l'écoute. On parlait tout à l'heure des signaux faibles. Ça s'invente pas. Hein. On connaît tous des personnes qui, de manière innée, s'intéressent à l'autre. On est tous aussi pris par nos quotidiens professionnels et on peut tous oublier de garder du temps pour ces notions-là. Donc, réintégrer ces temps où on va former les personnes à observer, à écouter, à observer les changements de comportement, à créer un environnement où les uns et les autres se sentent dans ce dont on parlait tout à l'heure, climat de sécurité psychologique, se sentent suffisamment en confiance pour s'exprimer. C'est fondamental. Je vais vous prendre un exemple que j'ai eu très récemment dans un établissement où on avait un directeur et un directeur adjoint. Ce directeur et ce directeur adjoint, ils ont une cinquantaine de collaborateurs. Sur ces cinquantaines de collaborateurs, il y a une jeune femme dans l'équipe qui, très bon élément, une bonne productivité, quelqu'un qui avait des rapports avec ses collègues de manière très fluide, qui ne présentait a priori pas de difficulté ni dans son travail ni dans ses relations interpersonnelles au travail. Cette femme avait pour l'habitude de porter régulièrement des habits qui lui couvraient le corps, donc des robes qui arrivaient ou des vêtements qui arrivaient jusqu'aux chevilles et idem jusqu'aux mains. Un jour, cette femme est arrivée et elle avait des manches courtes et les collègues ont pu constater sur ses bras des marques. Des marques de mutilation. Des marques qui pouvaient ressembler à des marques de coups. Des marques de coups, d'accord. Les collègues se sont interrogés, vigilance sur le sujet. Ils ont fait remonter ça à leur manager. Effectivement, les deux directeurs adjoints dont je parlais juste avant, on se sont posé la question. Qu'est-ce qu'on peut faire sans être intrusif ? Ce qui se passe peut très bien être dû aussi à une prise médicamenteuse, à un sport pratiqué, enfin un plat d'autres raisons. Mais est-ce qu'il ne serait pas quand même nécessaire d'aller poser la question pour s'assurer qu'il n'y a pas de problématique autre ? En plus, ils ont lu le changement de comportement, c'est-à-dire cette femme s'habillait d'une certaine manière depuis des années et aujourd'hui change de façon de s'habiller, peut-être comme un signal et comme un appel. Donc, ils ont provoqué une rencontre. Et au cours de cette rencontre, cette femme leur a avoué que le soir précédent, son mari avait passé un stade dans les violences dont elle était victime depuis des années et que ses enfants avaient été mis en danger à ce moment-là. Et donc, du coup, effectivement, elle avait pris la décision le matin de découvrir ses bras pour qu'on vienne lui poser la question et puis pour qu'elle puisse saisir cette main tendue. Il s'en est suivi toute une série de mesures, avec l'assistante sociale de l'établissement, avec la psychologue, mise en sécurité, enfin. Et pour le coup, le protocole qui s'est mis en place s'est très bien déroulé. Cette jeune femme a été mise en sécurité. Son mari a été emprisonné. Enfin voilà, il y a eu une suite qui s'est bien faite, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut l'avouer aussi. Pourquoi cette femme a fait ce geste-là à ce moment-là ? Elle a expliqué qu'après, elle avait confiance en l'équipe. Et elle avait confiance aussi au soutien qui pouvait lui être proposé auprès de ses collègues et auprès de sa direction. Je donne cet exemple parce que cet exemple me paraît très fort pour expliquer que sans se sentir trop intrusif, on peut apprendre à oser poser des questions parce que ça peut sauver des vies, et c'est le cas là aujourd'hui. C'est un très bon exemple. Et il y a aussi cette force du soutien social. Parce que ça me donne le deuxième exemple sur le climat de sécurité psychologique. Si cette femme s'est sentie aussi capable et en confiance pour venir parler, c'est parce que l'équipe avait créé depuis des années ce climat qui permettait à cette femme de se dire « je n'irai pas en parler à ma famille, mais je vais aller en parler à mes collègues ». C'est extrêmement fort, je trouve, en termes d'environnement de travail. C'est très fort. Voilà. C'est une première chose, je pense, pour pouvoir effectivement mettre en place des mesures, apprendre à observer, à écouter et mettre en place ces formations qui permettent de détecter des signaux faibles et qui permettent d'orienter aussi, parce que là je prends cet exemple-là, mais on peut aussi des fois se retrouver démuni vers qui je m'oriente si jamais je sens que quelqu'un est en détresse. Donc c'est aussi toute une notion d'accès à des ressources. Comment je crée une base à l'intérieur de mon organisation pour que les collaborateurs aient les ressources à portée de main.
qui j'appelle dans telle situation, vers qui je peux m'orienter quand je me retrouve, quand un de mes collègues ou quand moi-même je me retrouve dans telle ou telle situation. Ça, c'est essentiel. Donc tu recommandes aux entreprises de créer des ressources? Je recommande aux entreprises de créer des ressources accessibles et claires et d'informer régulièrement sur ces ressources, puisqu'il ne suffit pas d'informer une fois par an. On a un turnover à l'intérieur des équipes. On peut très bien passer à côté d'une info à un moment donné. Donc, c'est essentiel d'avoir des ressources accessibles et de communiquer régulièrement autour du sujet. Je pense aussi qu'il y a quelque chose de plus large qu'à l'intérieur de l'entreprise, mais qui peut continuer à vivre à l'intérieur de l'entreprise. Quand on a parlé juste avant de cette notion de stéréotype de genre, de ces notions de discrimination, de vulnérabilité à certains moments, c'est l'éducation et la sensibilisation dès le plus jeune âge aussi. C'est faire en sorte que, dès l'école, on commence à déconstruire les stéréotypes de genre, qu'on essaie d'éduquer nos enfants sur l'égalité des sexes, sur la sensibilisation au rôle de genre, la promotion d'une culture du respect et de l'inclusion. Et la dernière notion, qui fait le lien aussi sur notre sujet, et que je trouve très importante parce qu'on n'en a pas parlé jusque-là, c'est de former, je dirais déjà en premier lieu, les ressources humaines et les dirigeants aux spécificités de la santé des femmes au travail. Les femmes, biologiquement, passent par des périodes à l'intérieur, au cours de leur vie, qui leur sont spécifiques. Ici, ce n'est pas un combat féministe, c'est juste une singularité biologique. Les femmes vivent des périodes que les hommes ne vont pas parcourir. Par exemple, les règles qu'elles ont tous les mois. Par exemple, les grossesses qu'elles vont vivre dans leur corps. Par exemple, les accouchements, les périodes postpartum. On sait aujourd'hui que 20% des femmes minimum passeraient par une dépression postpartum. Est-ce qu'on en parle? Je trouve que voilà, c'est encore un sujet tant à la maternité, en dehors du travail, que quand on réintègre le travail, qui ne sont pas du tout abordés. Et je ne vous parle pas de la ménopause, qui est un sujet extrêmement tabou et qui vient biologiquement, véritablement impacter la femme sur son lieu de travail. Donc il y a toute une... sans rentrer dans un clivage, parce que ce n'est pas du tout l'idée de séparer les hommes et les femmes, c'est par contre essentiel de sensibiliser à cette différence biologique, aux différences qui impactent la santé mentale des hommes et des femmes, de la même manière aujourd'hui que les hommes sont victimes, si on peut, que les hommes sont sujets à un plus grand tabou sur les émotions qu'ils peuvent ressentir. On entend encore, pleure pas comme une fillette. Un homme, pour qu'il soit fort, il ne doit pas cette notion d'émotion, de pleurer. Ce qui crée aujourd'hui certaines choses qui sont interpellantes. Je donne une statistique. Aujourd'hui, il y a 75% des décès par suicide qui sont des hommes. Ce ne sont pas, l'explication seule n'est pas le fait que les hommes n'osent pas s'exprimer, mais on sait aujourd'hui qu'il y a un vrai travail à faire sur la vulgarisation de ces notions-là, en essayant d'expliquer effectivement aux hommes que parler de ses émotions, parler de ce qu'on ressent, c'est pas un acte de faiblesse, bien au contraire, c'est un acte de courage, et qu'un homme a autant le droit de saisir de l'aide qu'une femme. Donc il y a des spécificités des deux côtés qu'il faut entendre, et je pense qu'une réflexion commune est intéressante, mais une réflexion aussi singulière sur les spécificités liées aux femmes et aux hommes est aussi intéressante, sans nier effectivement les approches non genrées ou tout ce qui se développe aujourd'hui et qui est une réalité aussi. Malgré tout, on a une culture très forte en France sur certaines notions qui aujourd'hui empêchent certaines personnes de parler librement. Noémie, c'était passionnant, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt, Noémie. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.